Au XVe siècle, Courpierre était entouré de remparts. Ils étaient disposés en ceinture défensive et ponctués de nombreuses tours contrôlant l'accès à la ville. Le périmètre des remparts est encore très visible de nos jours. De ce passé, seul subsiste la tour et le rempart de l'Adona. Une carte, établie en 1800, montre la proximité de ce quartier avec la Dore, source d'énergie. L'activité était importante. Scieries, carderies, usines électriques et un moulin dont la roue était actionnée par l'eau du Bief. Les vestiges du moulin étaient encore présents il y a quelques dizaines d'années. Il faut aussi mentionner une petite construction dénommée le Parlement. Les lois n'émanaient pas de ce lieu emblématique, mais les lavandières assuraient efficacement les chroniques de la ville. Fin 2010, le rempart s'effondrait. D'abord, la décision qui concerne la reconstruction de la paroi l'Adona, l'avenant numéro 1. Avenant au marché passé avec le groupement GPS Comte Bientoli, portant le montant global du marché à 1 438 388 € hors taxe. La reconstruction du rempart est précédée de plusieurs phases préliminaires. Il faut tout d'abord créer une voie d'accès stabilisée pour l'accès des véhicules lourds. Il faut ensuite construire une rampe suffisamment haute pour permettre l'accès des engins au sommet du rempart. Cette rampe permettra de commencer les travaux de consolidation par le haut, ainsi que l'explique M. Pellez, responsable du chantier. Une technique qui est très courante maintenant, qu'on utilise énormément dans les centres-villes pour faire des parkings souterrains, des choses comme ça. Et c'est une technique qui permet surtout, quand il y a un effondrement, de pouvoir évacuer, déblayer l'effondrement en sécurité parce qu'on conforte en descendant. Donc ça permet de dégager une zone sûre pour pouvoir travailler. Parce qu'aujourd'hui, si on avait pris l'effondrement tel qu'il était, qu'on avait enlevé tous les terrains, en fait on aurait décalé le problème, ce serait réeffondré derrière, on n'en aurait pas fini. Et puis à la contrainte de refaire le mur à l'identique, donc on est obligé de remonter le mur dans l'alignement de l'ancien, ce qui est obligé à faire quelque chose de très vertical. Donc le volume de la rampe est de 600 m3. Cette rampe a été proposée en fait pour l'entreprise pour faire accéder les machines qui réalisent les tirants et les clous. L'hiver et les intempéries vont imposer une interruption du chantier. Début février, la reconstruction débute. Des machines lourdes sur un terrain fragilisé présentent un risque. Une station de surveillance est mise en place. On a mis en place un suivi topographique permanent avec des cibles qui étaient positionnées sur les bâtiments autour, mais également sur l'ouvrage.
En fait, c'est une station topographique permanente. Elle mesure en permanence la distance avec des cibles fixes. Elle analyse et tout ça est disponible dans l'instant. En fait, on peut suivre instantanément les mouvements. Et on a mis des seuils d'alerte, évidemment. Si jamais il y avait trop de mouvements, que les gens du chantier soient prévenus pour qu'éventuellement il n'y ait pas de risque de sécurité. Et également des seuils d'alerte sur les bâtiments existants pour s'assurer qu'il n'y ait pas de risque sur des mouvements. On avait fixé un premier seuil d'alerte à 4 mm de mouvement dans toutes les directions, verticale, horizontale, latérale. Donc à partir de ce seuil-là, on commençait à regarder un peu ce qu'il y avait et faire attention à la façon dont on travaillait. Et après, on avait des seuils plus alarmants à 8 et à 12 mm. C'est un surcoût de 14 000 € destiné à se prémunir des répercussions sur les avoisinants, c'est-à-dire les mouvements mesurés en permanence par les mires pendant la pose des clous dans la paroi. La paroi clouée, en fait, ce sont des tiges métalliques entourées de coulis de ciment qu'on vient forer dans le sol avec un angle de 15 degrés. Et ces tiges métalliques, ensuite, sont reliaisonnées sur un béton armé qui crée une paroi verticale ou pseudo-verticale. C'est pour ça qu'on parle de paroi clouée. Le premier travail, c'est le forage. Voilà. Et après, on met la barre. Et après, par l'intermédiaire ce qu'on appelle une canule, c'est-à-dire un petit tuyau qui va jusqu'au fond du trou, on injecte le coulis sous pression pour être sûr qu'il remplit bien le trou jusqu'à ce qu'il déborde du trou. Et là, on est sûr que le clou est bien fait. Vous parliez tout à l'heure des machines fabriquées les tirants, vous les fabriquez à la demande? Non, ce sont des barres qui arrivent sur le chantier, qui sont raboutées entre elles. Ce sont des barres de 6 mètres qui sont, s'il faut les allonger, raboutées entre elles. C'est pas de la préfabrication. On empile les barres les unes sur les autres. En fait. Ajustez. On les ajuste à la profondeur voulue. Le principe de fonctionnement, c'est le frottement que génère le sol le long du coulis, qui en fait est assez puissant pour retenir les terres. Alors la profondeur varie en fonction des clous, donc ça va de 6 à 12 mètres. Tout ça n'est pas fait à l'aveuglette, il y a un vrai dimensionnement, tout est contrôlé, les fiches de forage, les pressions d'injection, tout ça fait l'objet d'un suivi qualité de réalisation. Le serrage après, c'est la dernière opération qui est faite sur le clou. On vient mettre un boulon sur la tige métallique. La différence entre un clou et un tirant, c'est que ce sont les mêmes barres, ce sont le même coulis, mais en fait le principe de fonctionnement est légèrement différent. On mobilise dans un tirant que le fond du forage, c'est-à-dire qu'on pourrait faire l'analogie, c'est un peu comme une encre en fait. Voilà.
Et la barre sur sa section libre, c'est la chaîne de l'encre. Mais ce qui retient, c'est vraiment l'encre qui est au fond. Les clous travaillent à peu près entre 6 et 10 tonnes de résistance. Et après, les tirants, eux, par contre, peuvent monter jusqu'à 20-30 tonnes. Ils sont beaucoup plus puissants, hein, les tirants. Ensuite, le contentieux dont nous avions hérité concernant les menaces que le chantier faisait peser sur la tour médiévale a été levé par l'ordonnance du 12 mars 2015 de la Cour d'appel de Riom, suite à l'accord amiable de désistement convenu avec la ville. Mi-avril, le matériel lourd est arrivé sur le chantier. Matériel de levage, foreuse, tête de forage, engins divers et un important stock de ferraille. Alors la profondeur des pieux, c'est le calcul qui la détermine, bien sûr, sur la base des sondages géologiques qui ont été faits. On a des pieux qui sont sollicités différemment, donc certaines longueurs sont différentes, mais les pieux les plus profonds sont à 15 mètres. Et le pieu le plus sollicité, sous une action sismique éventuelle, il reprend quand même 300 tonnes. Ça a l'air énorme, mais c'est tout à fait courant et classique. Il a besoin, en fait, s'il y avait un sismique et le mur commençait à se renverser, c'est lui qui retient le mur, en fait, sur la partie basse. Donc forcément, il reprend une très très grande partie, à la fois de l'ouvrage, mais également des terres qui sont derrière. Donc sur 13 mètres de haut, les tonnes chiffrent vite. Donc ces pieux ont été faits par la technique de pieux forés tubés. Donc ils ont été tubés avec des cylindres métalliques afin d'éviter qu'il y ait des venues d'eau dans le pieu et pour
pour être sûr que le pieu soit réalisé de façon optimale sans qu'il y ait un lessivage du béton. Ce sont des protections du forage en fait, de chantier. Elles sont provisoires. Une fois qu'on a coulé et que le béton a rempli le trou, on enlève le cylindre métallique. La pression au sol, en fait, on peut pas. Pour les pieux, c'est le même système de fonctionnement que les clous. On ne peut pas parler que de pression au sol. Il y a la pression au sol au bout du pieu, sur le fond du pieu, mais surtout, ce qu'on cherche à mobiliser sur les pieux, c'est le frottement latéral du sol. Voilà, donc ce sont les deux aspects, frottement plus pression au sol. Et les pieux fonctionnent énormément plus en frottement qu'en pression sous la pointe. Les notes de calcul, c'était bon ça. Ouais. Fiche forage, c'est bon, on a reçu. De la paroi section numéro 2. Donc rapport du contrôle de clous. Donc il y a un essai de clous qui a été fait le 9. Donc du coup ils vont refaire des clous à côté des autres. Ouais. Il y a aussi une petite modification sur la ligne du dessous qui fera 1 mètre de plus. Il fera 1 mètre de plus en En profondeur. Au lieu de faire 11 mètres, il faut 11 mètres aussi. Oui, toutes les semaines, on se réunit tous ensemble pour faire un petit peu le point où en est le chantier, s'il y a des problèmes qui sont rencontrés. Prendre la température. Voilà. Les pieux achevés, la construction du mur en béton armé peut commencer. Tout est calculé aux normes antisismiques en vigueur, c'est-à-dire l'Eurocode 8. Donc que ce soit la paroi clouée ou l'ouvrage béton armé et les pieux, tout est conforme aux normes antisismiques en vigueur. On est obligé, de toute façon, il n'y a pas de choix à faire. Même si, mais il y a un coefficient qui traduit le fait qu'on est dans une zone plus ou moins exposée. Ah oui, oui, alors la région Auvergne n'est pas exempt de coefficient sismique. On a quand même une accélération qui est significative et qui induit un surdimensionnement par rapport à une zone non sismique.
La direction régionale des affaires culturelles, effectivement, a un droit de regard dès qu'on a affaire à des monuments historiques. Alors même si ce n'est pas un monument classé, notre rempart, c'est quand même un rempart qui a 5 siècles et donc ça les intéressait. Tous les éboulements avaient été enlevés parce que ça n'avait pas d'intérêt et on accédait à un sol auquel on n'avait jamais accédé et donc ils sont venus à ce moment-là, on avait mis une pelleteuse à leur disposition, on a regardé avec eux, enfin surtout eux d'ailleurs. Et les archéologues nous ont dit que malheureusement ça ne les intéressait pas beaucoup parce qu'il n'y avait pas grand-chose à voir et ils nous ont donc autorisés à continuer le chantier. Alors c'était un peu décevant côté recherche archéologique et information parce qu'on espérait en avoir, on n'en aura pas avec ce chantier. C'était rassurant côté tenue des finances d'un chantier puisque quand on arrête un chantier pour faire des recherches archéologiques, évidemment, les mois ils courent et les finances aussi. Oui. Donc voilà, il y avait un bien, un mal, c'est comme ça, c'est la réalité de ce terrain. On a fait des découvertes techniques en cours de chantier. Curieusement, au Moyen-Âge, là, ils n'ont pas fondé leur rempart de ce côté-là. Ils ont posé les pierres et démarré comme ça. La terre, voilà, voilà. Et donc, il y a une partie où le rempart nous manque. Et il va falloir qu'on fasse monter un talus en pente douce, nous dit l'architecte des bâtiments de France, qui sera engazonné et qui permettra de recréer à peu près ce qui est aussi l'environnement, parce que quand on va loin de part et d'autre du rempart, on voit bien qu'il y a d'autres parties de cette relation au parc La Donna qui ont été traitées avec des pentes douces engazonnées. On le voit sous l'ancienne école et puis on le voit aussi sous l'école privée. Donc on va retrouver un peu quelque chose qui est en harmonie avec le reste de ce front bâti qui donne sur le parc. Cette rampe a ensuite été réutilisée, les matériaux de cette rampe, pour combler l'espace entre la paroi clouée et le nouveau mur en béton armé. On a utilisé le même matériau, comme ça évite des mouvements inutiles de camions, surtout que dans la ville, ça génère quand même des nuisances sonores qui peuvent être... Oui, et ça peut aussi détériorer les rues. Aussi, ça n'arrange pas les rues.
Ça, c'est pas le projet de reconstruction du rempart, c'est un nouveau projet qui va faire la continuité. Et il est très important parce qu'il va faire le couturage entre la ville basse et la ville haute. Et le couturage entre ce beau rempart, parce que ça va redevenir un beau rempart, la tour médiévale qui présente un réel intérêt, et puis l'église Saint-Martin à laquelle on accède par un passage. Et sur laquelle on aura une vue. Sur laquelle on commencera à avoir une vue bien plus intéressante, et notamment le clocher, qui fait sa toilette aussi en ce moment. Ce belvédère, on va le faire étudier par un architecte qui va concevoir quelque chose qui traite à la fois le pignon aveugle de la poste, qu'on ne voit pas d'ici mais qui est moche une fois les démolitions faites. Le dallage au sol, il faut qu'on trouve un dallage de qualité qui mette en valeur cet espace patrimonial, qui rende les Courpirois fiers de leur rempart, de leur belvédère, et qui vont, je l'espère, et les touristes aussi, redécouvrir les vues sur le Chignor, sur la Dore, sur le parc La Donna. La construction du mur de parement constitue la dernière phase du chantier. Il s'agit de donner à l'ouvrage un aspect proche du rempart d'origine. Donc, je suis chef de chantier à l'entreprise Comte. Oui, c'est tout monté à la chaux. Donc on refait un parement en pierre, on a mis le paroi en béton armé. Donc on l'habille avec des pierres de récupération et des pierres de démolition qu'on reprend sur d'autres carrières. Si on reste à un effectif de 5, on va partir sur 4-5 mois de travail quoi, pour monter jusqu'en haut quoi. On essaie de retrouver le bâtissage d'origine, ce qui n'est pas forcément évident parce qu'on travaillait beaucoup avec, il y avait beaucoup de galets sur l'existant et on n'arrive pas forcément à retrouver ces pierres-là dans les démolitions. Donc on essaye de s'adapter au mieux. On a racheté des démolitions, des pierres de démolition chez un démolisseur quoi. Et on récupère de la pierre qui est sur place, qui a été récupérée du temps du chantier. Oui, il y aura une interruption durant l'hiver, certainement de 2 mois, après suivant l'hiver, mais il y aura certainement une interruption de 2 mois. Quoi. Et la contrainte pour la chaux, c'est quoi, le gel? Oui, le gel et la flotte, il faut. Le gel. Dès que la chaux, il faut un temps de séchage quand même qui soit conséquent pour pas qu'elle s'effrite. Le gel, ça n'aime pas le gel, quoi, la chaux humide.